Merci beaucoup. Vous pouvez voir mon écran, ma présentation PowerPoint? Oui, très bien, c'est parfait. OK, parfait. Alors, d'abord, je voulais remercier la plateforme nationale pour la recherche de la fin de vie pour cette belle journée doctorale. Aujourd'hui, je vous parlerai de la loi relative à l'euthanasie en Belgique d'un point de vue juridique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans tous les pays où l'euthanasie est possible et légalisée, nous avons aussi de la législation qui règle cette euthanasie. Par exemple, cette forme de législation va préciser qui veut procéder à l'euthanasie ou pour quelle personne l'euthanasie est possible. Personne âgée, personne adulte, enfant, ou du point de vue du droit pénal, dans quel cas et pourquoi l'euthanasie n'est pas un délit, etc. Alors, pour établir cette législation, nous avons besoin des compétences linguistiques. On doit choisir, parfois aussi créer, euh, une terminologie adaptée aux besoins des systèmes juridiques d'un côté et du système de la médecine ou de soins de santé de l'autre. On doit aussi bien structurer la loi, etc. Une question intéressante, et c'est une question qui est très importante pour la jury linguistique, est si ce processus linguistique est bien fait ou s'il y a des problèmes. Et l'année dernière, alors en 2020, on voit effectivement qu'en Belgique, il y a été un procès sur l'euthanasie d'une personne, appelé dans le média le procès de l'euthanasie, où c'était argumenté que cette loi était problématique d'un point de vue linguistique. Par conséquent, je, vous, je vais vous parler de cette loi. Je vais vous parler de cette loi, de ce process et les problèmes linguistiques relevants. Bon, ici, vous voyez la structure de ma présentation. Je commence avec un peu d'histoire, c'est-à-dire sur la loi d'euthanasie en Belgique et le processus d'euthanasie que j'ai mentionné tout à l'heure. Après, c'est l'énoncé du problème, la discussion terminologique où je vais parler de deux termes, de concepts de deux termes, indépendance ou être indépendant et souffrance physique constante et insupportable. Et à la fin, une conclusion et la bibliographie. Peut-être une dernière chose, vous avez probablement déjà compris que le français n'est pas ma langue maternelle, alors je vous prierai de m'excuser pour toutes les erreurs de langue de ma côté. Alors, la loi relative à l'euthanasie en Belgique. Vous avez déjà appris beaucoup de choses sur l'euthanasie en Belgique grâce à la belle présentation de Chloé Vallée de l'Université de Marseille ce matin. Par conséquent, je vous donne seulement quelques notions de base. Alors, la loi relative à l'euthanasie est établie en Belgique le 28 mai 2002 et publiée dans le Moniteur belge le 22 juin de la même année. La loi a été aussi modifiée quelquefois, mais ce n'est pas très important pour nous. La loi a été établie par le gouvernement progressiste Verhofstadt I, qui a aussi formulé d'autres lois sur les soins palliatifs. Et comme dans tous les autres pays, la proposition a connu beaucoup d'opposition de l'Église. J'ai mentionné ici le pilier catholique en Belgique et aussi des partis plus conservateurs. Avec cette loi, la Belgique fut aussi le deuxième pays, après les Pays-Bas, à légaliser l'euthanasie. Bon, plus intéressant pour vous est peut-être, ou probablement, qu'est-ce que cette loi dit? Pour qui l'euthanasie est possible, etc., qui peut procéder à faire l'euthanasie, etc. Selon la loi, selon la loi, l'euthanasie est possible pour les personnes qui se trouvent dans une situation médicale sans issue et faisant état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Par conséquent, en Belgique, une personne qui souffre d'une forme grave et terminale de cancer, aussi bien qu'une personne qui souffre de dépression constante et insupportable, peut demander l'euthanasie. Intéressant est aussi que pour se sécuriser de la bonne diagnostic, le médecin traitant, le médecin qui procède à l'euthanasie, alors, doit consulter un autre médecin sur le caractère grave et incurable de l'affection. Pour le patient qui fait état d'une souffrance psychique constante et insupportable, le médecin doit consulter en plus deux autres médecins. Aussi intéressant à signaler est que dans les travaux préparatoires du Parlement,
on observe une discussion sur la formulation de la loi et si l'euthanasie doit être possible pour les personnes faisant état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, ou d'une souffrance physique et psychique constante et insupportable. La deuxième formulation est naturellement plus limitée de la première, car pour l'euthanasie, dans ce cas, on doit souffrir physiquement et psychiquement. Alors, et maintenant, le processus de l'euthanasie. Comme je vous avais dit, il y a aussi été un procès à l'égard de cette loi. Ce procès, qui était bien médiatisé et qu'on appelle le procès de l'euthanasie, et qui était aussi le seul procès concernant cette loi en Belgique. Pour vous expliquer, une personne, Tine Ness, avait demandé et reçu l'euthanasie car, selon un diagnostic médical, elle endurait une souffrance psychique constante et insupportable. Elle avait beaucoup de dépression, etc. Mais la famille de Tina N n'était pas d'accord avec ce diagnostic et remettait en cause aussi la procédure appliquée par le médecin traitant et les deux autres médecins consultés. Et post-mortem, il y a eu un procès. Et à cet égard, j'ai aussi défini quelques questions sous-jacentes. La première, le diagnostic de souffrance physique constante et insupportable était-il correct pour Tina N? Et la deuxième question, les deux médecins consultés avaient-ils perdu leur indépendance? Deux questions qui vont aussi être très importantes et très intéressantes du point de vue jurilinguistique. Voilà. Mais à la fin, il y a eu un acquittement à tous les niveaux pour les trois médecins. Et comme j'ai déjà dit au début, ce procès porte avec lui aussi une dimension terminologique. Et cette dimension terminologique, jurilinguistique, concerne les notions de souffrance physique et psychique d'un côté et d'indépendance ou être indépendant de l'autre. Dans un article que j'ai écrit sur ces problèmes, j'ai défini les questions suivantes. À l'égard d'indépendance, être indépendant, qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance du médecin et les médecins consultés impliqués ont-ils perdu leur indépendance? Et à l'égard de souffrances physiques et psychiques, j'ai fait une distinction entre la question principale pendant le processus, le diagnostic de souffrance psychique constante et insupportable était-elle correcte pour Tina N? Et la question principale dans le débat public, peut-être vaut-il mieux utiliser une autre terminologie ou d'autres catégories, par exemple être malade en phase terminale, donne la loi à la place de souffrance physique et psychique, etc. Alors, je discuterai ces deux notions plus en détail. Un instant. Voilà. Alors, je commence avec la description d'indépendance, être indépendant, excusez-moi, dans la loi. Pour ce qui, nous trouvons trois passages. Le premier concernant l'euthanasie pour des personnes qui souffrent d'une souffrance physique constante et insupportable. Le médecin consulté doit être indépendant tant à l'égard du patient qu'à l'égard du médecin traitant. Quand à la... alors, un instant. Oui, enfin, c'est la première. Le deuxième, concernant l'euthanasie pour les personnes faisant état d'une souffrance psychique constante et insupportable. Alors, article 3, paragraphe 3, première partie. Et la troisième, quand les conditions sont indiquées selon lesquelles le médecin ne commet pas un délit. Dans tous les trois passages, on voit toujours les personnes à l'égard de qui le médecin doit être indépendant, mais jamais ce que cette indépendance implique. Et c'est très problématique ça, et je vous vais expliquer tout à l'heure. D'abord, la notion d'indépendance, être indépendant, est très sensible au contexte, et c'est bien sûr le cas pour les textes juridiques. Il est parfois nécessaire que quelqu'un soit politiquement indépendant, par exemple, ne faire pas partie d'aucune parti politique, ou financièrement indépendant, ne pas toucher d'avantages financiers, etc. Et par conséquent, si l'indépendance n'est pas expliquée de manière plus détaillée dans la loi ou dans un autre texte juridique, nous ne pouvons pas savoir ce que le législateur veut dire. Un deuxième problème
et que indépendant est aussi un adjectif relatif, comme beau ou heureux, et pas absolu, comme par exemple mort. Les premières, les adjectifs relatifs, sont déclinables selon les degrés de comparaison. On peut dire Laurent est beau, mais Thomas est encore plus beau. Ce qui n'est pas le cas pour les adjectifs absolus. On ne peut pas dire que quelqu'un est plus mort que quelqu'un d'autre. Ça n'a pas de sens. Par conséquent, même si quelqu'un peut être indépendant, quelqu'un d'autre peut encore être plus indépendant. Et tout ça veut dire que ce terme est aussi sensible à l'interprétation et à la perception individuelle. Et on va aussi, pendant le processus, et on voit ça aussi pendant le processus avec des interprétations différentes d'indépendance, d'être indépendant. Par exemple, la partie civile soutenait que les deux médecins avaient perdu leur indépendance, car un des deux était le médecin généraliste de Tine Ness, alors était très connu avec Tine, et l'autre médecin avait déjà eu, et avec l'autre médecin, un psychiatre, Tine avait déjà eu une consultation. La défense, de l'autre côté, a suivi l'interprétation qu'être indépendant voulait seulement dire que les médecins n'étaient pas famille de Tine M, par exemple. Et l'affaire, le jury populaire a déclaré que les médecins consultés n'avaient pas perdu leur indépendance, mais cette conclusion n'a pas été expliquée davantage, ce qui est un peu problématique. Et oui, mais tout ça pour indépendance, être indépendant. Nous passons maintenant à la deuxième notion, alors la notion de souffrance physique et psychique constante et insupportable, et sa description dans la loi. Et dans la loi, on peut lire que l'euthanasie est possible pour le patient majeur ou mineur, oui, excusez-moi, qui est émancipé, qui se trouve dans une situation médicale sans issue, et qui fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut pas être apaiser, etc. Eh bien, on voit ici que la souffrance physique et psychique est, d'un point de vue technologique, déjà mieux délimitée que l'indépendance du médecin. Le patient doit être dans une situation médicale sans issue, avec une souffrance constante et insupportable qui ne peut pas être apaisée. Alors, c'est mieux défini par conséquent. Eh bien, on voit ici que le législateur voit aussi une différence entre une souffrance qui est supportable et une souffrance qui est pas supportable, alors insupportable. Mais toutefois, aussi ici, et particulièrement à l'égard de la souffrance psychique, excusez-moi, la souffrance psychique, on trouve quelques problèmes sémantiques. Aussi insupportable est un adjectif relatif et par conséquent sensible à la perception individuelle. Même si une souffrance A est insupportable, une souffrance B peut être encore plus insupportable. En second lieu, dans les travaux préparatoires du Parlement, on note aussi une certaine peur que la souffrance psychique soit plus subjective, analysée et diagnostiquée que la souffrance physique, ce qui met en évidence que la sensibilité de cette notion à la perception individuelle. Eh bien, c'était tout pour ma discussion des problèmes terminologiques. Juste pour conclure, je vais vous faire attention à deux correspondances en ce qui concerne les deux notions. En premier lieu, la question pertinente pour le process reste la même dans les deux cas. Quelles sont sont les deux termes applicables pour la procédure d'euthanasie de TNM. Les deux médecins consultés étaient indépendants. La diagnostic de souffrance psychique insupportable était-il correct pour TNS, etc. Et en deuxième lieu, d'un point de vue sémantique, nous avons aussi relevé qu'indépendant et insupportable sont aussi des adjectifs relatifs et par conséquent plus sensibles à
à l'interprétation, à la perception individuelle, ce que nous avons aussi vu avec l'interprétation indépendant pendant le processus de TNS. Nous trouverons aussi beaucoup d'autres exemples d'adjectifs relatifs dans des textes juridiques anglais, unreasonable doubt, due process, excessive bail, etc. Alors, c'est toujours intéressant d'étudier ces adjectifs d'un point de vue jurilinguistique, jurisémantique. Et finalement, je dois aussi signaler que je n'ai pas considéré la question si la loi relative à l'euthanasie a besoin d'une autre terminologie. Par exemple, comme j'ai déjà mentionné au début, être malade en phase terminale. Il faut aussi considérer pendant la création, pendant la proposition de loi, on trouve aussi quelques commentaires sur cette terminologie dans les travaux, dans les documents parlementaires, dans les travaux préparatoires du Parlement. Mais le législateur n'avait pas l'idée que c'était la terminologie juste pour la loi relative à l'euthanasie. Eh bien, je serais heureux de discuter ça avec vous ou d'apprendre plus sur la loi correspondante en France. Eh bien, la bibliographie, je n'ai pas fait beaucoup des références aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour un timing parfait déjà. Et puis pour cette présentation très précise, effectivement, qui fait écho à celle qu'on a entendue ce matin. Et oui, moi je suis vraiment très épatée tout au fil de cette journée de voir à quel point les questions de fin de vie, de soins palliatifs peuvent être abordées par des angles disciplinaires tellement différents, avec un traitement des objets voilà, vraiment très spécifique en fonction de chaque discipline. Ça rend cet objet de recherche, ces objets de recherche vraiment extrêmement riches. Et ça reflète aussi tout à fait la complexité de ce dont on parle et de ces phénomènes qu'on essaye d'appréhender. Je ne sais pas s'il y a des questions pour Vince Léjoie. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ça va peut-être venir. En comparaison avec d'autres pays, alors peut-être justement les Pays-Bas, mais aussi aux États-Unis ou au Québec, etc. Est-ce qu'il y a des questions sémantiques comme ça qui se posent de la même manière? Alors, je ne suis pas très connu avec les lois correspondantes dans les autres pays, mais dans les Pays-Bas, par exemple, on a effectivement choisi pour la terminologie être malade en phase terminale. Et par exemple, pendant les débats publics concernant le processus d'euthanasie, beaucoup de personnes, des philosophes et des personnes, des figures politiques, ont argumenté que peut-être ce serait mieux d'utiliser être malade en phase terminale, car ce serait plus clair, plus objectif que souffrance physique et psychique constante et insupportable. Mais naturellement, être malade en phase terminale veut dire quelque chose de totalement divers que souffrir d'une manière physique et physique constante et insupportable. Car maintenant, aussi une personne qui n'a pas une maladie ou une maladie terminale peut demander l'euthanasie. Par exemple, si tu avais une dépression qui n'est pas terminale, tu peux aussi, tu peux aussi demander l'euthanasie. Si c'est une dépression vraiment grave et constante et insupportable. Avec être malade en phase terminale, les possibilités sont plus limitées, car tu dois déjà avoir une maladie qui est terminale et qui résulte dans votre mort. Alors, c'est plus délimité. Et c'était aussi pas la philosophie du législateur au début de la loi, alors en 2002. Alors, c'est quelque chose de totalement divers. Je pense que c'est ça qui est intéressant à travers votre travail, c'est effectivement de montrer comment les mots et comment la formulation et l'utilisation de certains mots montrent justement les philosophies qui sont, en tout cas les orientations et les intentions qui sont derrière les textes de loi, qui à travers des mots comme ça laissent une porte ouverte à une forme de subjectivité et donc d'interprétation et donc à quelque chose de plus large. Et tout dépend effectivement de la volonté
du législateur au moment de la rédaction des textes de loi. Et on le voit bien que ces questions de sémantique sont toujours très activées quand il s'agit de produire des textes de loi, pour savoir justement de quoi on parle. Est-ce qu'on parle par exemple d'aide médicale à mourir? Est-ce qu'on parle d'euthanasie? Est-ce qu'on parle de... Voilà, c'est des choses qui sont toujours très présentes. Donc l'importance de l'étude du langage et de toutes ces formes sémantiques est vraiment importante aussi pour comprendre les évolutions dans le temps, pour comprendre les différences entre les différents pays et ce qui a amené une société à adopter telle ou telle formulation et telle ou telle loi. Moi, ça me semble très intéressant. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres ultimes commentaires et questions. Alors, oui. Élodie, merci monsieur Liégeois pour votre présentation. Il faudrait que nous diffusions votre présentation aux conseillers des parlementaires qui écrivent les textes de loi, mais j'ai l'impression que parfois on cherche quand même volontairement à euphémiser, c'est-à-dire qu'on va chercher des mots qui sont polysémiques, qui peuvent avoir plusieurs sens, peut-être pour faire accepter plus facilement quelque chose, mais en tout cas, pour moi, ça pose cette exigence sémantique que vous avez, elle est, à mon avis, absolument nécessaire quand il s'agit de faire évoluer ou de faire bouger des textes de loi qui ont trait au fait de donner la mort à quelqu'un. Donc, cette exigence que vous représentez là, elle est sacrément importante, à mon avis. Je ne sais pas dans quelle mesure vous publierez votre travail, mais ça m'apparaît extrêmement important. Les mots ont un sens, et quand les mots ont plusieurs sens, c'est très dangereux, surtout quand il s'agit de la fin de la vie, me semble-t-il. Je trouve que votre approche, à mon avis, est originale. Je n'avais jamais entendu une telle démarche, et je vois que c'est un étudiant de Bourgogne, donc j'en suis fier, qui la présente, mais c'est à mon avis très important d'utiliser les bons mots pour désigner les actes, les actions, et je trouve qu'il y a quelque chose d'un vrai risque à utiliser des mots valises quand il s'agit de choses aussi précises que ce dont nous parlons aujourd'hui. Merci en tout cas. Oui, c'est un commentaire très intéressant. Et en effet, parfois, on voit que cette ambiguïté sémantique fait partie de la stratégie du législateur, du gouvernement et tout ça. Par exemple, avec ces termes anglais que j'ai cités à la fin, excessive bail, speedy process, due trial, etc. Ce sont des termes ambigus, mais ils donnent les législateurs une potence ou la possibilité de mieux faire ou d'avoir plus de mieux s'organiser, par exemple, ou d'avoir plus de potence sur la population. Mais ici, je ne pense pas que c'est le cas, car c'est une loi qui, à la temps, qui et aussi aujourd'hui était très contestée, très progressiste et tout ça. Et ça n'a pas de sens de choisir pour une certaine ambiguïté. Parfois, on soit aussi pour une ambiguïté pour donner la liberté aux juges pour considérer le contexte, par exemple, ou des autres motifs qui sont présents, des autres choses. Mais si ça ne me semble pas le cas aussi dans les travaux documentaires, dans les travaux préparatoires du Parlement ou dans des autres textes, on ne voit pas vraiment une motif pour cette ambiguïté. Et aussi, par exemple, le Conseil d'État en Belgique a dit, oui, tu as écrit indépendance dans la loi, dans cette loi, mais ça veut dire quoi? Alors, dans ce cas, ce n'est pas ambiguïté. L'ambiguïté ne fait pas partie de la stratégie du législateur. Okay. Alors, je vois, avant qu'on se quitte, deux autres questions que me pose Sophia dans le chat. Alors, je ne sais pas s'il va être possible d'y répondre parce qu'il nous reste peu de temps, même plus de temps, vu qu'il est 15h30. Mais voilà, deux questions générales. Est-il possible d'envisager l'euthanasie chez les mineurs et si oui, comment?
Et puis l'autre question, pour les cliniciens, avez-vous déjà fait face à des patients présentant un épisode de lucidité terminale? Et si oui, ont-ils prononcé leur avis sur leur prise en charge par les équipes médicales ou sur une éventuelle volonté d'être euthanasiés? Alors, je sais pas. Oui. en Belgique, l'euthanasie est possible chez les mineurs, mais seulement si la souffrance est physique. Alors, pour la souffrance psychique constante et insupportable, tu ne peux pas recevoir l'euthanasie en Belgique. Et pour les deuxièmes questions, j'ai pas une réponse. Excusez-moi pour ça. Oui, c'était simplement pour justement lever le débat, voilà, pour qu'on puisse discuter. J'aimerais bien savoir justement si vous, cliniciens, enfin peut-être pas vous directement Vince, mais d'autres parmi vous, pourraient m'informer sur éventuellement si vous avez fait face à des patients qui présentaient ces épisodes de lucidité terminale. Aucune idée, excusez-moi. D'accord. Okay. Je sais pas, on va peut-être pas avoir le temps de répondre à tout ça. Par contre, je peux vous inviter, je vais vous mettre le lien dans le chat. Il y a eu une communication de journée doctorale de l'année dernière, justement, sur cette question de la lucidité terminale, qui a été faite par Marine Mutis, qui est à l'Université de Strasbourg. Et voilà, je peux vous inviter à regarder la vidéo qui est sur notre site de sa présentation, qui était vraiment intéressante. D'accord. Merci. Merci beaucoup.